Bienvenue sur la fréquence Burnout de l'âme, le premier podcast qui allie épuisement professionnel, dépression et manifestation, éveil spirituel, loi de l'attraction, loi de l'assomption. Je m'appelle Roxane et en 2019, alors que je travaillais dans une start-up parisienne dans le marketing et la communication événementielle, j'ai fait un burn-out à l'âge de 26 ans. Et c'est grâce à ça, oui, j'ai bien dit grâce, que j'ai plongé dans le développement personnel et qui de fil en aiguille m'a amené à un éveil spirituel, à découvrir la loi de l'attraction, puis la loi de l'assomption, la manifestation. Bref, tout ce qui me passionne profondément aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais te partager donc tout ce que j'ai vécu et je vais surtout te partager comment j'ai réussi à aujourd'hui manifester de manière fluide et sereine. Alors qu'au départ, on est bien d'accord, la loi de l'attraction, quand t'es en burn-out, en dépression, ça te crée juste plus d'anxiété. Ça nous pousse juste vers de la positivité toxique. Et pendant ce temps, on est complètement flippé d'avoir des pensées et des émotions négatives. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc si ça te parle, bienvenue chez toi, installe-toi confortablement et on est parti! Hello et bienvenue sur l'épisode 3, ou dans l'épisode 3, peu importe. Aujourd'hui, j'avais envie de rentrer, approfondir le côté coaching et donc développement personnel qui ont suivi donc ce début de parcours de soins. Donc, comme je te l'expliquais dans les épisodes précédents, la psychologue du centre du burn-out m'a expliqué d'abord les symptômes que j'étais en train de vivre, enfin, ce que j'étais en train de vivre. Donc, ça m'a permis de réaliser que, ah oui, je suis bien en train de vivre un épuisement professionnel. Mais après quelques séances et notamment après mon arrêt, voilà, quand j'ai pris la décision de m'arrêter et de commencer l'arrêt maladie donc pour cause de burn-out, eh bien, elle m'a assez vite réorientée vers, la coach en burn-out qui était rattachée aussi au centre du burn-out et de la dépression à Paris. Et en fait, honnêtement, dès la première séance, je me suis dit: «Waouh, waouh, 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 waouh». On a notamment évoqué, je crois, faudrait que je retrouve mon petit carnet de notes, mais dans une des premières séances, en tout cas, c'est sûr, si c'était pas la première, c'était vraiment tout au début, les 5 messages contraignants que sont: «Sois parfaite, fais des efforts, dépêche-toi, sois forte et sois gentille, fais plaisir». Et du coup, grâce à ça, je me suis rendu compte, en fait, que donc ça a été une pensée qui a été, théorisée au sein du coaching, et que d'ailleurs j'ai redécouvert aussi à travers ma formation de coaching un peu plus tard, mais que donc en fait on a tous entendu, plus ou moins ces messages dans notre enfance de la part des figures d'autorité. Donc que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos professeurs et cetera, toute personne qui faisait, figure d'autorité quand on a grandi, sachant que du coup donc ça c'est un peu plus tard que je l'ai appris, mais si tu écoutes ce podcast et que tu es déjà intéressé par le développement personnel, la psychologie, le développement spirituel, tu sauras déjà probablement que, c'est Jung, il me semble, qui a théorisé ça, que entre nos 0 et nos 7 ans, on accepte tout comme vérité. On n'a pas vraiment de filtre, on accepte tout ce que nous disent nos figures d'autorité comme vérité absolue, sans avoir d'esprit critique, sans juger et cetera. Par nous-mêmes en tout cas. Parce que je repensais à l'histoire du Père Noël par exemple et donc on finit par, se dire: «Ah, il y a peut-être quelque chose et à quoi moi je crois réellement?» Mais voilà, de manière, on va dire, raccourcie, de 0 à 7 ans, on accepte tout comme vérité. On n'a pas d'esprit critique. On n'émet pas vraiment de jugement envers ce que nos figures d'autorité nous inculquent, nous transmettent. Du coup, voilà, on a tous donc ces 5 messages contraignants-là, à des degrés plus ou moins différents et en fait d'ailleurs, c'est pas des messages qui sont problématiques dans l'absolu. Là où ça devient problématique, c'est quand ces messages en fait, on les a entre guillemets «en excédent» et donc, il y a un test, que que m'a appris mon école de coaching qui permet de savoir, voilà, son score, et savoir, si on est régulé ou en excédent. Donc tu te doutes bien que si tu es régulé, c'est plutôt une bonne chose et si tu es en excédent, c'est qu'il y a quelque chose de dérégulé et qui fait que finalement, ces messages-là vont te faire malheureusement plus de mal que de bien alors que probablement tes figures d'autorité, parents, tes grands-parents, tes professeurs et cetera,
ne l'ont pas dit, ne te l'ont pas transmis dans une intention de te nuire, mais voilà, de t'aiguiller, dans la vie, dans ton éducation et cetera. Mais malheureusement, quand c'est en excédent et ben, ça finit par te nuire et donc personnellement, en allant, voir cette coach-là, spécialisée en burn-out et donc en voyant ces messages contraignants-là, je me suis rendu compte en fait que, bah, le sois forte, sois parfaite, potentiellement dépêche-toi, mais surtout fais plaisir, sois gentille. Et ben, personnellement, c'est ceux que j'avais le plus en excédent et qui ont fait qu'en fait ces programmes-là, donc quand je dis programme, c'est parce que donc justement, c'est comme si en fait on était, donc on va considérer pendant un instant que nous sommes des ordinateurs et donc entre nos 0 et nos 7 ans, on nous installe des programmes sans nous demander notre avis. Hop, clac, 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 on code des programmes en nous et nous, on n'a pas la capacité de dire: «Ça, c'est un bon programme, ça, c'est un mauvais programme, j'en veux pas». Voilà, on n'a pas cette capacité-là, on c'est les autres qui installent, c'est nos figures d'autorité qui installent pour nous les programmes, qui disent, clac, 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 ce sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et puis, nous on dit: «OK, OK, 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 OK», en gros et donc ces programmes, ces messages contraignants, programmés en moi, la petite fille que j'étais et je suis et ben, m'ont conduit à me comporter de cette manière en tant qu'adulte au sein d'une entreprise et donc à vouloir toujours être plus parfaite, alors que, spoiler alert, la perfection n'existe pas, à rester forte. Donc c'est pour ça aussi que j'ai tenu 1 an et demi et je pense que je suis loin d'être un record. Il y a probablement des personnes en burn-out qui ont tenu bien plus longtemps que ça, mais attention, c'est pas forcément un bon concours qu'on est en train de faire là. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est un très mauvais concours qu'on est en train de faire là. Mais bref, tout ça pour utiliser mon exemple personnel parce que c'est là où je suis sûre du timing, mais on est nombreux et nombreuses à tenir un long moment, même quand ça va pas et donc personnellement, je sais qu'en fait, mes symptômes ont commencé, 1 an et demi avant que je m'arrête, plus ou moins et du coup, voilà donc sois forte qui fait que j'ai tenu, 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 j'ai voulu rester forte, j'ai voulu serrer les dents, j'ai voulu encaisser malgré le mal-être, croissant et enfin le, fais plaisir, sois gentil ou bah, qui m'a aussi, probablement pas aidé à poser des limites, saines. Voilà, je voulais trop, me faire, apprécier, bien me faire voir, travailler pour, prouver que j'étais légitime à mon poste, pour, prouver ma valeur, que j'étais une bonne employée, tout comme j'étais une bonne élève. Enfin voilà. Du coup, ces programmes-là expliquent, bah, déjà en bonne partie, le burn-out que j'ai pu vivre. Ensuite, cette coach faire m'a fait découvrir déjà plein d'autres concepts que j'ai adorés, m'a fait faire plein d'autres exercices, donc je vais t'en partager quelques-uns aujourd'hui, mais ce sera pas une liste, exhaustive. Un autre exercice qui aide énormément dans le cadre du burn-out, c'est de comprendre qu'on a une zone de contrôle, une zone d'influence et une zone qui est en dehors de notre contrôle. Et je sais qu'intellectuellement, si tu écoutes ça et que tu es en burn-out ou que tu as vécu un burn-out, tu vas te dire: «Bah, oui, évidemment, enfin, je sais bien que je ne peux pas tout contrôler». Mais très souvent, en fait, les ruminations, les pensées, obsessionnelles qui tournent en boucle et ben, finalement, elles concernent des sujets sur lesquels on n'a pas de contrôle. Et je sais que personnellement, ça, c'est un des outils qui m'a permis de faire enfin, c'est évidemment, c'est tout cumulé et cetera, mais c'est un des outils quand même qui m'a permis un gros shift. En fait, à partir du moment j'ai eu cet outil entre les mains et où je me suis rendu compte, bah, qu'il y avait des choses que je contrôlais, comme ce que je dis moi, la manière dont je m'habille, la manière dont je me présente, mes pensées aussi. Ça, c'est un sujet méga, méga important. Nous sommes maîtres de nos pensées. Ce ne sont pas nos pensées qui sont maîtres de nous. Donc, je sais que quand on est dans une phase de mal-être comme le burn-out et qu'on a des pensées obsessionnelles qui tournent en boucle, on a plus l'impression de subir nos pensées que de les maîtriser. Mais ça s'apprend. On peut vraiment apprendre à maîtriser nos pensées. Alors, je suis en train de faire une parenthèse, du coup, j'y reviendrai juste après sur la zone de contrôle, mais personnellement, ce qui m'a ouvert à ça, bah, c'est juste avant de m'arrêter pour le burn-out. Donc, j'étais déjà en burn-out, mais sans savoir, sans avoir la connaissance de ce que c'était, ce que j'étais en train de vivre. Je savais juste que j'allais pas très bien. C'est tout. J'avais fait un stage sur un week-end dans un monastère, au Mans
avec ma mère et ma sœur et donc ma mère nous a fait découvrir la méditation, on va dire ça comme ça. La méditation laïque d'ailleurs, je crois que c'était pas un stage de méditation bouddhiste. Bon, j'ai un doute là-dessus, mais peu importe. Méditation bouddhiste, méditation laïque. Ou en tout cas, c'était dispensé dans ce monastère, à côté du Mans. Et du coup, il y a notamment un exercice assez classique en méditation où on considère les pensées comme des nuages et juste on les laisse passer. Et voilà, d'apprendre ces concepts de méditation, ça a commencé à planter cette graine en moi de OK, en fait, c'est moi qui contrôle mes pensées. Ce ne sont pas mes pensées qui me contrôlent. Il y a des moments où c'est plus ou moins facile, mais personnellement, ce que je fais aujourd'hui, c'est quand je commence à stresser, à avoir des pensées obsessionnelles qui tournent en boucle parce que ça m'arrive encore. Ce que je fais, bah, c'est tout simplement en fait que bah, parfois ça peut durer un peu avant que j'en prenne conscience et donc là que je me prenne sur le vif. Mais dès en fait que je commence à avoir conscience de ce que je suis en train de faire, je choisis de rediriger consciemment mes pensées. Je vais retourner à la zone de contrôle, mais je suis en train de penser à un autre exercice qui est très aidant aussi là-dessus. Non, du coup, donc je finis la parenthèse. Pour ça, on peut faire l'exercice de l'avocat du diable. Et en fait, quand on a une pensée, par exemple, je sais que personnellement, quand j'étais en burn-out, je pensais beaucoup à ce que mes collègues pouvaient penser de moi. Sauf que j'en avais aucune idée et que je n'avais aucun contrôle là-dessus et qu'en fait, j'étais totalement en train de fabuler. Mais évidemment, ça m'obsédait. J'avais des ruminations à ce propos-là, j'avais des pensées obsessionnelles parce que, bah, voilà, c'était hyper inconfortable pour moi d'avoir quitté comme ça, l'entreprise, d'être en arrêt maladie et cetera et cetera et cetera. Et du coup, pour le coup, c'était un exercice que la psychologue m'avait conseillé. Elle m'avait conseillé de faire un exercice d'avocat du diable et de me demander, en fait, est-ce que c'est vrai, absolument vrai? Et donc, en l'occurrence, là, je te parle d'un truc où je fabulais. En fait, peut-être que j'avais raison et que mes collègues pensaient vraiment, ça de moi, que, bah, j'étais pas fiable, que j'étais faible, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont vraiment pensé de ça de moi, mais en fait, pour le coup, je n'ai aucun contrôle là-dessus et j'étais complètement en train de fabuler. Et donc, l'idée, c'est de revenir sur quelque chose le plus factuel possible. On revient aux faits. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi mot pour mot? Et donc, on arrête d'être dans l'interprétation. Et ensuite, on se dit, bah, OK, par exemple, là, tel collègue à qui je pense et que je me dis que, bah, peut-être il va se dire que je suis pas fiable, qu'il est pas content parce que, je les ai abandonnés, qu'ils ont encore plus de travail et sans moi et cetera. Peut-être, en fait, ce collègue-là, en fait, ça se trouve, il est en train de, entre guillemets, «s'inquiéter pour moi» ou, voilà, il souhaite que j'aille bien. Ah bah, ouais, c'est possible aussi, franchement. D'ailleurs, même les 2 peuvent coexister, mais là, l'idée, c'est vraiment de faire l'avocat du diable et de se dire: «OK, en fait, qu'est-ce quoi d'autre peut être vrai?» Et donc d'aller voir toutes les possibilités et donc c'est un peu comme quand, personnellement sur les réseaux sociaux ces dernières années, j'ai croisé ce truc de: «N'oublie pas aussi d'imaginer les meilleurs scénarios possibles». Parce que quand on a un fond stressé, anxieux et cetera, donc burn-out souvent, on va avoir tendance à potentiellement facilement partir, plus ou moins facilement partir vers le pire scénario possible et les pires scénarios possibles et notre esprit va avoir une imagination débordante sur les pires scénarios possibles. Faisons la même chose avec les meilleurs scénarios possibles, en fait. Je reviens sur ma zone de contrôle, du coup, en attendant. Donc parce que oui, nous contrôlons nos pensées, nous contrôlons, nos faits et gestes, nous contrôlons nos actions et ce sur quoi on peut avoir de l'influence. Ça, c'est la deuxième partie de la zone, donc qui est plus tout à fait sous notre contrôle, mais des choses sur lesquelles on peut avoir de l'influence. Par exemple, je décide de me marier en septembre. Je ne suis pas sûre s'il va faire 35 degrés comme en ce moment ou s'il va faire, 15 degrés avec de la pluie. OK, bah, moi, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux commencer à me renseigner sur par exemple, un barnum, pour louer un barnum en septembre, quitte à attendre un petit peu et à le louer un peu plus tard. Ou alors carrément, je demande à des gens autour de moi, je l'achète, voilà, quelle est la meilleure solution pour moi? S'il pleut, est-ce que je décide de commander des parapluies pour tous les invités ou alors quelques parapluies, quelques grands parapluies qui pourront se prêter? Si au contraire il fait 35 degrés, bah, qu'est-ce que je peux prévoir pour que, ça reste agréable pour tout le monde? Des points d'ombre, des bouteilles d'eau, des gourdes, j'en sais rien. Bref, ça, c'est ce sur quoi j'ai une zone d'influence. C'est ce sur quoi j'ai de l'influence. C'est je ne maîtrise pas la météo. Par contre, moi, ce que je maîtrise, c'est ce que je peux mettre en place pour que ça se passe au mieux avec cette météo. En gros, ça, c'était un exemple parmi tant d'autres
Et enfin, on a la zone qui est hors de notre contrôle où, par exemple, si on reste sur, l'exemple d'un mariage, eh bien, on a beau avoir tout planifié pendant des mois et cetera, eh ben, le jour J, potentiellement, va y avoir des imprévus, va y avoir des choses qui vont pas se passer comme prévu et c'est potentiellement totalement en dehors de notre contrôle. Enfin, en tout cas, on ne peut pas contrôler le fait que tout se déroule comme sur des roulettes, comme prévu. Et donc, quand on accepte ça aussi, ça fait finalement baisser une certaine pression, je trouve, en tout cas. Et donc c'est pareil dans le travail évidemment. Là, je prenais un exemple plutôt perso, mais c'est exactement pareil dans le travail. Le dernier exercice auquel je pense qui pour le coup est peut-être un peu plus éloigné par rapport au burn-out, mais que je trouve hyper intéressant et en plus c'est drôle parce que je l'ai recroisé il y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux. C'est un exercice où, alors si tu veux le faire, je t'invite à te munir d'un papier et d'un stylo, de désigner 5 personnes que tu admires, donc tu les notes et tu mets ce podcast en pause. Une fois que tu as déjà rédigé les 5 personnes, tu mets en face de chaque 3 qualificatifs, qui expliquent pourquoi tu les admires, donc des qualités qu'ont cette personne, voilà, des qualificatifs et une fois que tu as écrit pour chacune des 3 personnes, tu mets le podcast en pause pour faire ça et j'espère que tu ne triches pas, si tu ne connais pas cet exercice. Parce que la chute de cet exercice, c'est que les qualificatifs que tu as nommés chez les personnes, c'est ce que toi déjà souvent c'est des qualités que tu as déjà, ou alors c'est des choses qui sont préexistantes pour toi et qui sont importantes pour toi et que tu rêves de développer. Mais que tu rêves de développer tout en sachant que il y a déjà un terrain préexistant en toi. C'est pas genre je ne l'ai pas du tout. C'est en fait, eh ben, si je suis honnête avec moi-même et si je regarde bien et voilà, je l'ai déjà en moi, même si c'est un tout petit degré. Tu peux potentiellement retrouver un moment dans ta vie, même d'enfant, où tu l'as été. Voilà. J'espère avoir été claire sur ce dernier exercice. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ah si, quand même, le petit gossip du jour. Et je crois que j'ai oublié de l'introduire en début de podcast. Du coup, le petit gossip, c'est que cette coach, elle était là pour m'aider à sortir du burn-out. Et donc, une des questions qui était forcément omniprésente, c'était quel est mon avenir professionnel? Forcément, j'ai fait un burn-out, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change juste d'entreprise, mais finalement je décide de rester dans un métier similaire? Sachant qu'en plus avec mon diplôme, j'avais, des possibilités de rester sur ce que je maîtrisais. Enfin, dans le domaine de la communication marketing, c'est très vaste, il y a plein de choses. Donc j'aurais pu rester dans ce domaine-là, mais par exemple arrêter l'événementiel qui était trop stressant pour moi. J'aurais pu aussi me dire: «Bah, je vais dans une entreprise, plus tranquille, j'arrête les startups, mais je reste dans la communication et le marketing». Ou alors, justement au contraire, est-ce que, je veux quand même rester dans l'environnement startup même si, c'est d'ailleurs souvent stressant. Est-ce que je vais rester dans l'environnement startup mais que, j'arrête la communication, le marketing? Ou alors est-ce que je pars sur quelque chose de totalement différent? Et en fait, j'ai eu un tel coup de cœur pour le métier de coach que, au fur et à mesure de l'accompagnement en fait, au début, je lui ai dit: «Bah, en fait, quand j'étais petite, je rêvais plutôt d'une vie d'artiste. Je rêvais plutôt d'être artiste». D'ailleurs, je voulais être modéliste quand j'étais, au collège, donc styliste modéliste. Et j'avais fait mon stage de troisième chez Vanessa Bruno. Mais donc, je rêvais de quelque chose de plus créatif, en fait, au départ. Voilà. Donc on avait commencé à explorer ces pistes, mais en fait, au fur et à mesure des séances, je me disais: «Mais en fait, j'ai eu un tel coup de cœur pour le métier du coaching et je suis tellement en train là de plonger dans le développement personnel que je ne me vois pas faire un autre métier que coach». Et quand j'ai commencé à évoquer ça à la coach du centre du burn-out, eh ben, elle était pas ravie et j'ai trouvé ça dingue en fait, sa réaction parce que en gros, elle n'était pas contente parce que elle m'a dit quelque chose du style alors vous m'excuserez pour l'approximation parce que c'était quand même il y a ouh là là, il y a 7 ans. Mais elle m'a dit quelque chose du style, «Ah, vous là, tous les jeunes à vouloir vous lancer dans le coaching et à vouloir être coach, machin». Voilà. En gros, c'était un peu ça ses propos et déjà sur le coup, ça m'avait un peu hallucinée quand même, hein, de me dire: «Bah, je comprends pas, c'est votre métier, vous devriez être ravis, que vous ayez inspiré quelqu'un à faire le même métier que vous». Par exemple, je pense à ma sœur qui est ostéopathe et je suis à peu près sûre que ma sœur, ce qui l'a inspirée à devenir ostéopathe, c'est parce que,
quand elle était petite, elle allait chez l'ostéopathe et voilà, enfin ou petite et en grandissant, mais elle a ressenti un tel, bien-être, via cette pratique, que ça l'a inspirée à en faire son propre métier pour pouvoir apporter la même chose aux gens. Donc je pense que l'ostéo qui nous suivait quand on était enfant, était plutôt, ravi de ça, en fait, d'entendre ça. Donc ça m'a un peu surprise de la part, de la coach du centre du burn-out. Mais et en même temps, par contre, je peux comprendre le côté où, ces dernières années, il y a eu, énormément, de plus en plus de coachs, dont des gens qui s'autoproclament coach sans être, formés à la méthodologie du coaching. Donc moi aussi, j'avoue, ça peut m'agacer parfois. Il y a des personnes qui s'appellent coach qui en réalité sont plutôt des consultants. C'est juste un terme. Mais voilà, depuis, j'ai quand même réussi à faire la paix avec ça, tout va bien et ouais, vraiment ça m'avait halluciné qu'elle ait cette réaction-là quand je lui ai annoncé, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, ça c'était le petit instant, gossip du jour, de l'épisode 3 et juste pour te teaser, l'épisode 4, eh bien, l'épisode 4, ce sera justement le jour où, il y a eu une croisée des chemins entre, mon amour pour l'écologie, parce que c'est vrai que je t'en ai pas parlé dans ce podcast, mais, j'ai eu une première prise de conscience vis-à-vis de l'écologie en 2018, je crois, donc quand j'étais encore en burn-out et que je ne le savais pas encore et donc développement personnel, donc j'ai trouvé un atelier qui était à mi-chemin entre ces 2 là et en fait, ces 2 là m'ont amené vers le développement spirituel, enfin vers un éveil spirituel. Voilà, donc je m'arrête là pour l'épisode 3 et j'ai hâte de te retrouver pour, l'épisode 4, pour parler de ce sujet passionnant. N'oublie pas que tu mérites le meilleur. Je t'embrasse et à bientôt. Ciao! Voilà, c'est la fin de cet épisode. Dans quelques secondes, je vais te donner un rituel à faire pour apaiser ton système nerveux. Juste avant ça, si ce podcast t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles. Ça me permettra vraiment de le faire connaître aux personnes qui en ont besoin et ou de le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cet épisode. Je te remercie d'avance. Et donc, avant de se quitter, je te propose de prendre quelques secondes, de poser une main sur ton cœur, de fermer les yeux, sauf si tu es en train de conduire bien sûr, et de répéter « Je suis en sécurité ici et maintenant. Mon corps a la capacité de guérir. » C'était le burn-out de l'âme. N'oublie pas, tu mérites le meilleur, alors prends soin de toi. À la prochaine, ciao!